Allez-y. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a des spécificités propres à chaque pays, mais dans le cas, par exemple, du Sénégal, si je me rappelle, au 1er juin de l'année passée, le contexte que vivait le Sénégal ignorait pratiquement tout le passé. On était pratiquement dans un cas plutôt similaire à la Guinée, avec un dirigeant archi-déterminé, ignorant les principes, ignorant tout, porté uniquement vers l'envie peut-être d'empêcher son opposant d'arriver aux affaires. C'est seule la détermination, la combativité de Sonko qui a réussi à fédérer tout le monde autour de sa personne au détriment d'autres acteurs. Est-ce que des acteurs politiques guinéens ne peuvent pas poser ce type... Pour rassurer, c'est que l'année dernière, à la même date, les organisations de défense des droits de l'homme au Sénégal ont dressé un tableau sombre. Un rapport selon lequel il y avait plus de prisonniers politiques au Sénégal que dans n'importe quel pays en Afrique, plus de 2000 prisonniers politiques. Et ils ont été accompagnés par les intellectuels. Des gens qui ont été arrêtés, emprisonnés à cause de leur opinion. Donc ça veut dire que, comme il l'a dit, il n'y avait pas de différence entre la situation sénégalaise à cette époque-là. L'année dernière. Alors, la réponse, allez-y très rapidement. Sans Soubari. Non, c'était pourquoi est-ce que, par exemple, en Guinée, des acteurs politiques ne feraient pas la même chose que ce que le Sénégal a fait, alors que dans certaines circonstances, on peut estimer que les conditions étaient pratiquement identiques. Bon, d'abord, il faut préciser que, contrairement à certaines croyances, la classe politique sénégalaise était très divisée. C'est lorsqu'on est arrivé à ce résultat que chacun essaye de peindre tout ça en rose. Mais souvenez-vous, Sonko avait des problèmes de justice pour un cas présumé de viol. En ce moment, tout le monde lui crachait dessus. C'est pourquoi c'est facile de dire il avait de la stratégie. Vous avez vu, ils ont réussi. Il y a quelques mois de cela. Pour dire que la réussite a toujours des parrains. Exactement. C'est là que je dis qu'il faut vraiment faire preuve de lucidité. Parce que si on vous dit aujourd'hui, il fait comme tel, mais pourquoi on ne l'a pas dit à 6 mois de cela? Lorsque ces jeunes-là avaient des ennuis judiciaires, je crois qu'ils n'avaient pas le soutien de tout le monde. Et la classe politique sénégalaise, chacun pensait qu'il pouvait tirer profit de leurs problèmes, de leurs ennuis. Tout le monde n'était pas d'accord. Les Idrissa Seck et autres, là, ils ne composaient pas avec lui. Les Khalifa Sall, ils ne composaient pas avec lui. La classe politique sénégalaise était très divisée. C'était compréhensible, en fait, en période préélectorale, où le président en exercice n'est pas candidat. C'est difficile d'avoir une unité d'action parce que chacun estime qu'il a ses cartes, il a sa chance. Bien sûr. Donc ça veut dire que la classe politique sénégalaise n'est pas unie comme on le pense. Elle ne l'était pas. Il y avait beaucoup de tiraillements et certains sont allés même au dialogue que Macky Sall a convoqué et d'autres ne sont pas allés. Donc le scénario, finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui a bien tranché, non seulement en annulant le décret du report du scrutin, mais aussi des résolutions du dialogue qu'ils ont rendues nulles et de nul effet. Donc finalement, on est revenu dans le processus. Ce qui est certain, c'est que l'histoire s'est écrite d'elle-même. Le destin, c'était comme cela, comme on pouvait le dire, mais c'est difficile de dire que c'était calculé a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun expert, un politologue qui pouvait vous dire que le scénario allait exactement se passer comme ça. D'abord, le candidat lui-même, qui était Sonko, qui a été disqualifié pour des raisons que l'on sait. Le parti dissous. Imaginez que ce soit Diomaye Faye qu'on sorte dans ce jeu-là et qui était en prison avec tout le monde, avec 3 semaines de campagne. Est-ce que 3 semaines de campagne suffisaient pour convaincre tous les Sénégalais? Ça, c'est de la politique. Il faut se dire que derrière, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais avec le temps, ça se révélera. Mais ce qui est certain, c'est que les jeunes ont bénéficié d'un très grand soutien. Même pas que d'un soutien populaire. Il y a eu les populations qui se sont mobilisées, mais ils ont eu des bons stratèges, ils ont eu des bons conseillers, et ils ont eu des gros moyens aussi. Parce que moi, j'ai suivi la campagne, je suivais ça à la télé. Quand vous voyez les choses, la logistique, tout ce qu'il y avait derrière, ça prouve qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés. De toutes les façons, on n'arrive pas au pouvoir par des élections dans un pays comme le Sénégal, avec un niveau de maturité aussi élevé. On n'arrive pas au pouvoir comme si on tombait du ciel. Il y a toujours un travail à fond qui a été mené. Donc je crois que c'est pas ce qui fait un peu le problème chez nous. Est-ce qu'on ne compte pas beaucoup plus sur la CEDEAO, la communauté internationale? Chaque rencontre, on dit, on informe l'opinion nationale et internationale, mais à l'interne, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas la possibilité de gérer comme les Sénégalais l'ont eu à faire? De mobiliser, de rallier. Non mais écoutez, vous savez, ça dépend de l'importance du pays dans le sens économique, politique. Il y a un aspect que vous devez prendre, dont vous devez prendre en compte. À partir de l'année prochaine, le Sénégal sera un pays producteur de gaz et de pétrole. Cela a été confirmé. Ils ont fait tout le travail préalable et je crois que selon les prévisions, à partir de
mi-2025, la production va commencer. Et cette question était au centre de la campagne. Elle a été au centre de presque beaucoup de stratégies. Lorsqu'on devient un pays pétrolier et gazier, ça change beaucoup de choses en termes de configuration économique, parce que c'est des investissements lourds. C'est des milliards de dollars dont on va parler. Et l'avantage du Sénégal par rapport à cette prospection, c'est que les clients potentiels du Sénégal sont beaucoup plus accessibles, plus faciles d'accès que le Nigeria, qui est un peu plus éloigné, qui à un moment donné garantissait 25% des besoins extérieurs pétroliers des États-Unis, qui est l'un des pays les plus grands consommateurs. C'est plus facile de s'approvisionner à partir du Sénégal que d'aller jusqu'au Nigeria, parce que ça réduit le coût du transport. C'est la même chose pour l'Angola. Le Sénégal aussi, c'est à cheval entre l'Europe et la partie australe de l'Afrique. De là, atteindre les côtes européennes, vous avez vu avec les problèmes au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la traversée de la Méditerranée est difficile par le fait du canal de Suez. Là, je vous explique un peu des problèmes géopolitiques. Donc, le Sénégal suscite aujourd'hui beaucoup plus d'intérêt pour les compagnies, beaucoup plus d'intérêt pour les pays. Quand une crise arrive au Sénégal, quand une crise arrive en Côte d'Ivoire, avec les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, c'est différent que dans un pays comme le Mali, comme la Guinée, où nous sommes habitués aux crises. La Guinée, il y a des enjeux économiques aussi. Non, mais la Guinée n'a pas une économie forte. Nous avons des ressources des enjeux qui sont... économiques, parce que ce que vous décrivez là, c'est les perspectives. Il y a le pétrole, il y a le gaz. Mais en Guinée également, il y a le ciment. On va en parler. Vous avez vu que le coup d'État, le jour du coup d'État, quand il y a eu coup d'État en Guinée, le cours de la boxe ont flambé. Il a fallu que le nouveau président de la junte rassure pour que les choses reviennent je vous explique là où se trouve la différence. Non, je vous explique. Je ne dis pas que la Guinée est dépourvue d'enjeux, parce qu'il y a des ressources. La République du Congo ici, il y a des ressources, la RDC. Mais ces ressources du Congo créent de la malédiction pour le Congo aujourd'hui. C'est un pays qui attire. Mais qui attire qui? Et selon quel mécanisme? Vous savez, c'est une différence d'État, au niveau des États. Soit vous avez des ressources qui sont exploitées par des mafieux, ou bien vous avez des ressources qui sont exploitées par des compagnies sérieuses avec de la transparence dans la gestion. Sinon, les ressources attirent toujours. Le Congo, le cobalt du Congo, c'est ce qui est utilisé par toutes les compagnies qui font les batteries avec le lithium et toutes ces ressources-là. Aujourd'hui, les compagnies de téléphonie mobile ne vivent qu'à travers les ressources du Congo. C'est de là qu'on puise. La Guinée, avec tous les avions du monde, nous sommes un pays producteur de bauxite. C'est plus de 100 millions de tonnes par an, 125 millions selon certaines statistiques. Nous n'avons même pas un avion à nous. Donc, ça ne veut pas dire que vos ressources n'intéressent pas le monde. Mais c'est vous qui définissez comment le monde va utiliser vos ressources. Et je crois que c'est là la Guinée et le Sénégal sont différents. C'est là que la Guinée et d'autres pays sont différents. La manière, si c'est une junte qui négocie une convention d'exploitation comme celle sur le Simandou et qu'il y a un démarrage, la junte militaire n'est pas élue. Elle ne représente personne. Normalement, c'est une Assemblée nationale élue qui doit discuter de ces conventions, toucher tous ces aspects et demander au président après de signer ou de faire signer quelque chose. Maintenant, si les compagnies viennent en situation de transition et veulent passer certaines choses, il faudrait bien qu'on s'en inquiète, nous Guinéens. Parce que vous et moi, nous ne savons pas dans quelles conditions tout ceci est discuté. Je crois que tout cela se retrouve dans le bureau de Diba Diakité, avec qui il parle, avec qui il discute, quelles sont les garanties de transparence. Vous ne savez pas. Lorsque c'est le Sénégal, c'est un débat à l'Assemblée nationale, c'est un débat au Sénat. Il est patron d'un magazine économique, peut-être qu'il en sait quelque chose. Non, ce qu'il dit, c'est pas faux. D'accord. Ok, tant mieux si c'est la mine qui va dans le sens de ce que je dis. Bien naturellement, ce sont des choses sur lesquelles je travaille. Ce sont des questions économiques et financières. J'en sais quelque chose. Donc pour moi, la différence se trouve au niveau des autorités qui gèrent ces ressources-là. Oui, mais sauf que pour le cas de Simandou, il y a eu tellement de dates qui n'ont pas été respectées. Beaucoup applaudissent, j'allais dire, la junte d'avoir mis un coup d'accélérateur par rapport au projet Simandou pour que, enfin, 2025 soit le rendez-vous. Est-ce que la junte ne devrait pas plutôt être applaudie par rapport au fait que les travaux se sont accélérés ces derniers temps? Non, ce n'est pas les travaux qu'il faudrait féliciter. C'est quoi donc? Quel impact que les travaux vont avoir sur les conditions de vie des gens? J'étais récemment à Boké, j'étais à Kolaboui, j'étais à Dabis, j'étais à Sangaredi, un peu partout. Alpha Condé avait déclaré cette zone économique spéciale. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'écart qu'il y a entre les ressources qu'on y extrait et le niveau de vie des populations, c'est triste. J'ai rencontré des populations dans la zone de Boké. Le niveau de pauvreté, c'est énorme. On dirait des populations qui sont en zone de guerre. La végétation, la nature, l'environnement, c'est systématiquement. Aujourd'hui, l'exploitation minière
nous coûte en termes de destruction de l'environnement, c'est 10 000 fois plus élevé que ce que ça nous rapporte en termes d'argent qui n'est même pas destiné à restaurer l'environnement. Donc ça veut dire quoi? Les processus de développement, la finalité c'est quoi? C'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Tout acte de développement qui ne va pas dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations est un acte vain, c'est insensé. On ne peut pas se targuer d'exploiter de la bauxite, d'exploiter du fer. Alors pour le Simandou, on parle du Transguinéen, c'est bien, ça va désenclaver le pays, une bonne partie du pays. Mais ces conventions, qui sait ce qui se passe, ce qu'il y a derrière? Selon certaines informations, par exemple les 15% de ce qu'on appelle la part gratuite au niveau de participation constitution du capital, c'est la Guinée qui gère ça. Alors, dans la sous-traitance, c'est presque des compagnies guinéennes qui doivent se positionner. Alors, comment ces compagnies s'organisent? Comment est-ce que ces compagnies arrivent à avoir de la licence pour pouvoir travailler dans ce processus? Il y a une opacité. Quand c'est une autorité de transition qui gère tout ça, vous n'avez pas un mécanisme de contrôle. Il n'y a pas d'inspection générale qui fonctionne très bien. Il n'y a pas un parlement élu. Il n'y a pas une chambre de contrôle. Il n'y a pas un organisme de compte qui vérifie tout ce qui est en train de se faire autour de ça. Il n'y a pas un regard contradictoire par rapport à l'ensemble de ces conventions et ce qui est en train de se passer sur le terrain. Tout ce qu'on a, c'est ce que la junte fournit comme rapport, c'est ce que la junte fournit comme information. Alors que les Guinéens ont envie de comprendre, ça ne sert à rien de dire qu'on aura exporté 300 millions de tonnes de fer si même à Beila, il n'y a pas un programme de développement local viable qui puisse vraiment aider les populations qui sont riveraines au site du projet, qui arrivent à s'en sortir. Ce que les compagnies font, c'est-à-dire tout ce qui est dans la convention, on reverse. Maintenant, si à l'État de décider qu'est-ce qu'on en fait. Les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets dans les zones minières, c'est des petits dieux. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a une sorte de connexion entre ces compagnies locales et l'administration territoriale. Alors, tout le monde a envie d'être nommé préfet à Boké, mais après, c'est pourquoi il y a des caisses noires qui alimentent ces réseaux. Il y a des compagnies chinoises. Moi, j'ai vu, par exemple, c'est une compagnie chinoise, ils ont une sorte de ceinture où est-ce qu'il faut du site d'extraction jusqu'au port, pratiquement. C'est le tapis. Voilà, c'est le tapis, vous me trouvez l'expression. Comment vous faites la quantification? Est-ce que la Guinée a la totale maîtrise de ce qui sort de ces mines? Je doute fort. Non seulement nous n'avons pas formé nos personnels pour être suffisamment qualifiés sur les mécanismes de contrôle de qualité et de quantité. Et alors, ce sont ces compagnies qui nous conseillent. Pour le cas du Simandou, ils sont en connexion avec les plus grands cabinets d'avocats au monde. Et ce sont des multinationales qui sont financièrement plus puissantes que certains États ou la plupart de nos États. Bien sûr. Si vous prenez le chiffre d'affaires trimestriel d'une compagnie comme Rio Tinto, vous voyez le budget de la Guinée. Mais quand même, vous vous rendez compte combien de fois il n'y a pas de... Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ouais, Donc, c'est